Bonjour et bienvenue dans Transition Story, le podcast qui vous raconte comment vos territoires opèrent leur transition écologique, économique et sociale. Je suis Patrick Longchamp, journaliste à l'écodessolutions.info et au fil de ces épisodes, je vais vous raconter l'histoire de ces territoires où des hommes et des femmes travaillent au quotidien à faire émerger une dynamique qui, grâce à tous, peut à long terme changer la donne. Je les questionne sur le pourquoi cela fonctionne ou pourquoi cela ne fonctionne pas, comment faire émerger une dynamique collective afin que 1 plus 1 égale 3, avec pour objectif de vous inspirer et d'inspirer d'autres territoires. Passer de l'entre-soi à l'entre-tous, permettre une bonne articulation du genou, voilà mon objectif. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans Transition Story. Et voilà, nous ouvrons le 3e épisode de Transition Story. Nous sommes dans la ville d'Angers. Angers Loire Métropole a adopté une feuille de route citoyenne lors de ses assises de la transition écologique en 2022 avec 63 actions concrètes issues d'un processus participatif. Et parmi ces enjeux, l'économie circulaire occupe une place centrale visant à réduire nos déchets, encourager le réemploi et transformer notre rapport à la consommation et à la production. Après plusieurs années de mise en œuvre, une évaluation citoyenne intermédiaire a été effectuée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels défis restent à relever aujourd'hui? Quelles réussites peuvent inspirer peut-être d'autres territoires? Et je suis avec Simon Redor, responsable de la feuille de route économie circulaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grands objectifs de cette feuille de route économie circulaire qui a été adoptée en 2022? Donc oui, cette feuille de route économie circulaire a été validée en juin 2022 au Conseil communautaire. Elle a vraiment pour ambition principale de soutenir le déploiement de modes de production circulaire et de la consommation durable sur le territoire d'Angers-Loire Métropole. Donc c'est une feuille de route qui se donne une perspective à 2030. Et donc l'idée, c'est de se dire que effectivement, sur le sujet de l'économie circulaire, tout le monde est concerné. La collectivité ne peut en aucun cas agir seule et elle va avoir besoin de la mobilisation de tous les échelons, les citoyens, les entreprises, les associations. La collectivité va être dans son rôle en fait d'aider à créer des synergies, à poser des conditions favorables au changement et aux évolutions. Alors, en quoi ces objectifs répondent-ils vraiment spécifiquement aux enjeux d'Angers-Loire Métropole et à la Convention citoyenne qui a permis de faire émerger les différentes actions telles que le zéro déchet, le Repair Café, enfin les Repair Café, le réemploi, la notion de compostage et de biodéchets. En quoi ces objectifs répondent-ils vraiment spécifiquement aux enjeux d'Angers-Loire Métropole? Donc l'avantage, c'est que le calendrier en fait de déploiement des deux démarches a été assez synchronisé. Et donc en fait, la feuille de route économie circulaire déploie 17 actions. Et sur ces 17 actions, il y en a 12 qui sont issues des assises citoyennes. Alors, quelles sont pour vous les grandes actions un peu emblématiques de cette feuille de route citoyenne, Simon Redor? Alors on va avoir effectivement déjà un axe qui est sur celui de l'exemplarité de la collectivité. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de l'économie circulaire, il y a eu beaucoup de travail et ça continue en interne, avec par exemple la direction de la commande publique pour qu'elle puisse publier un schéma des achats socialement et écologiquement responsables, avec aussi les systèmes d'information qui travaillent sur une charte du numérique responsable, la direction de la construction avec un plan bâtiment économie circulaire. Et donc en fait, nous, on intervient en support et en conseil auprès de toutes ces directions opérationnelles pour les aider en fait à cranter des développements au niveau de l'économie circulaire et justement à prendre en compte des dynamiques voulues par les citoyens, poussées par l'écosystème. Après, il y a des secteurs, c'est-à-dire qu'au-delà de l'exemplarité interne, par rapport au territoire, il y a 3 grands secteurs sur lesquels la feuille de route souhaite pousser des actions positives. Et donc là, c'est vraiment en écho aux assises. Donc c'est tout le secteur du bâtiment et des travaux publics, parce que c'est un secteur qui a énormément de poids au niveau écologique, et aussi un secteur avec beaucoup d'opportunités d'économie circulaire. Alors comment est-ce qu'on arrive au milieu de tout ça à mobiliser le territoire, les citoyens? Parce que c'est bien d'avoir une fiche d'action, encore faut-il que les citoyens d'Angers-Loire Métropole, les territoriaux, puissent s'en emparer de cette feuille de route. Alors effectivement, et ça va se faire avec des conventions de partenariat.
C'est-à-dire que l'objectif de la feuille de route, qui est donc co-animée avec Angéloire Développement, qui est notre agence de développement économique, eh bien, c'est d'aller principalement adresser le tissu des acteurs économiques. Et puis, en fait, c'est ces acteurs économiques qui, après, sont en contact avec le citoyen. Nous avons également des directions opérationnelles, comme la direction déchets, par exemple, qui va vraiment être aussi en contact et qui a un mandat pour aller effectivement pousser des actions auprès du citoyen. Mais c'est vraiment une logique partenariale qui est développée à travers la feuille de route. Donc, on va avoir des conventions de partenariat avec les 3 chambres consulaires. Et donc, c'est en travaillant tous ces partenariats qu'on va réussir en fait à développer des actions, développer des dynamiques territoriales, parce que c'est très important qu'Angéloire Métropole ne soit pas tout seul à promouvoir certaines valeurs, mais que ce soit bien des valeurs qui soient partagées au niveau des différents écosystèmes du territoire. Et ça, c'est le plus important, entre la décision, la convention citoyenne des Angevins et des habitants d'Angéloire Métropole, les fiches d'action, la feuille de route et aujourd'hui les résultats. Comment est-ce qu'on a mesuré ces impacts? Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer qu'il y a un avant et un après le début de cette feuille de route, 5 ans après? Alors oui, très clairement, ne serait-ce que grâce au dispositif d'évaluation citoyenne, parce que la feuille des assises, elle a été conçue effectivement dans une volonté de suivi et d'évaluation citoyenne depuis le départ. Et donc, nous venons de terminer la dernière évaluation qui a permis, en 2022, nous avions une évaluation intermédiaire avec une note de 2,2 sur 4 pour le côté consommé. Et l'évaluation qui vient d'être réalisée au mois de juin de cette année a donné une note de 3,2 sur Ah, c'est pas 4. mal, c'est bien. Donc, il y a une progression. On a encore effectivement de belles actions à développer sur le territoire pour se rapprocher du 4. Mais en fait, on voit vraiment qu'il y a une dynamique. Et puis, les chiffres en eux-mêmes sur des actions en particulier, comme par exemple la gestion des biodéchets qui est Oui, c'est d'actualité ça, sur le parce que territoire. vous dites on est passé de 2,2 à 3,4, c'est ça? Ouais, À 3,4. oui. Mais il y a quand même des indicateurs qui partaient de très très bas. Et en effet, les biodéchets que vous soulignez, on était aux alentours de 1 lors de la première évaluation, on est quand même remonté à 3. Donc il y a eu aussi de vraies dynamiques sur certains axes de cette feuille et certaines actions de cette feuille de route. Bah oui, exactement. Et puis là, du coup, c'est des actions sur lesquelles un suivi chiffré est relativement facile parce que c'est vrai qu'on a aussi des fois cette problématique. Dans des actions très transversales, c'est difficile de mesurer en fait réellement une évolution avec des chiffres. Donc la collecte des biodéchets, eh bien oui, effectivement, il y a des chiffres concrets de déploiement. Aujourd'hui, vous avez globalement à peu près 39% des foyers du territoire qui ont une solution de compostage. Mmh. Donc ça peut être du compostage individuel, en pied d'immeuble, collectif, enfin de quartier. Et puis, vous avez parallèlement à ça, quand le compostage n'est pas possible, parce qu'on est en zone très dense, parce que voilà, le déploiement depuis l'année dernière, en fait, de points d'apport volontaires avec des abris bacs sur le domaine public qui permettent aux Angevins de déposer De déposer leurs leur biodéchets. de déposer leurs biodéchets. On voit fleurir Ouais. ça dans toutes nos villes en ce moment, des petits points de biodéchets à tous les coins de rue. En tout cas, dans la ville dans laquelle j'habite, c'est le cas. Déployer une feuille de route comme celle-ci, nécessite, beaucoup d'actions de communication. Vous dites, on est passé de 2,2 à 3,4, belle progression. Il reste encore, des leviers. Quels sont les obstacles auxquels vous avez été confronté pour arriver justement à ce 4 ou ce 4,5 ou ce 5 sur 5, Simon Rodor? Bien, tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une dynamique collective. Mmh. Donc, ce sont des dynamiques qui prennent un petit peu de temps, voilà, à s'ancrer. Donc, on a voilà, ce temps long. On est vraiment dans des actions. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, la feuille de route, elle se donne une vision à 2030. Parce que ça fait appel à des changements de pratiques, ça fait appel à des changements d'habitudes. C'est des choses qui se travaillent sur le temps long. Mmh. Et puis, nous sommes aussi face à des défis accompagner la montée en maturité de filières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de solution. Mmh. Donc, comment est-ce qu'au niveau de la collectivité, on peut identifier ces manques et travailler avec les partenaires, avec les acteurs du territoire pour pouvoir, à un moment donné, assister à l'émergence d'une solution qui va nous permettre vraiment
d'avoir un impact positif. Mmh. Et on le voit bien et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à s'intéresser à cette question-là. Il y a toute une filière qui est émergente depuis, quelques années. C'est ce qu'on appelle, aujourd'hui la reuse economy, c'est-à-dire, l'économie du vrac, du réemploi, et c'est pas simplement venir avec son petit bocal vide, pour le remplir, mais il y a toute une filière économique aujourd'hui, qui accompagne, le nettoyage, des consignes de bouteilles, qui accompagne, et ça, c'est des filières aussi industrielles que vous peut-être vous accompagnez, Simon Redor, dans ce déploiement? Oui, voilà, dans le déploiement, dans le partage des objectifs, dans effectivement une communication sur le territoire pour que les acteurs du territoire s'emparent de ces nouvelles solutions. C'est peut-être finalement la pierre centrale de cette démarche. On a vraiment une dynamique qui est de se dire il faut tout faire pour éviter de produire du déchet. Mmh. Et donc, le réemploi, la prolongation de la durée de vie avec la réparation, avec la seconde main, tout ça, ce sont des vrais outils opérationnels ultra efficaces dont tout le monde peut s'emparer Mmh. et qui ont un vrai impact. Donc, c'est vraiment des éléments essentiels. Et on le voit bien au-delà, des actions, qui sont centrales, hein, du monde associatif, de la prise de conscience, citoyenne. Le monde économique a aussi, sa part à prendre, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce podcast, avec, notre contrepoint, Simon Redor. Merci beaucoup à vous. Bon courage, pour la suite, pour les 5 prochaines années, pour arriver à vos objectifs de 2030. On espère que si on se retrouve, d'ici quelques années, on sera à 4,5 voire, 4,8 sur la question, de l'économie circulaire. Merci beaucoup, Simon Redor. Transition Story, Patrick Longchamp. Voilà, et c'est l'heure de notre contrepoint dans ce podcast dédié, à la consommation. Avec Simon Redor, on a évoqué justement ce que signifiait consommer aujourd'hui au travers, de ce bilan des assises de la transition écologique, de ces 5 ans de réflexion et de mise en action, sur le territoire d'Angers-Loire Métropole. Le contrepoint, c'est un acteur, et on va évoquer, l'économie circulaire au travers de la question de l'artisanat. Dans le Maine-et-Loire, la Chambre, des métiers de l'artisanat, la CMA, s'est fortement mobilisée pour accompagner, les artisans des entreprises dans cette transition. Il est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus, d'apprendre à déconstruire un bâtiment qu'à le démolir. La CMA joue donc un rôle essentiel pour rendre un petit peu plus durable notre manière de produire et de consommer. Dans le cadre des assises de la transition écologique, Angers-Loire Métropole, il est aussi intéressant de confronter ces initiatives portées par des acteurs du territoire, et j'ai la joie d'accueillir pour, réfléchir avec nous, pour nous montrer tout ce que fait la Chambre des métiers de l'artisanat de Maine-et-Loire, Emeline Legal, qui est, chef de projet consommer et produire, et économie circulaire à la CMA. Bonjour Emeline. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, aujourd'hui pour évoquer la place de la CMA. Quelle est dans cette question de la transition écologique du territoire d'Angers-Loire Métropole, quelle est votre vision, de la notion d'économie circulaire dans l'artisanat sur, le territoire du Maine-et-Loire, Emeline Legal? Alors aujourd'hui, on est conventionné sur plusieurs territoires dans le but de mettre en avant les entreprises qui sont déjà engagées dans une démarche vertueuse. Mmh. Donc soit les mettre plus en avant auprès de tout ce qui est fournisseurs, partenaires et clients, mais aussi pour des entreprises qui n'ont pas encore ce niveau, de les accompagner à s'améliorer dans ces démarches. Alors ça veut dire quoi, l'artisanat? Parce que quand on parle d'artisanat, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre déjà de la qualité, dans la qualité des produits choisis, dans la capacité à un artisan de choisir le bon produit, d'être amoureux du produit, et donc on a du mal à voir comment, dans l'artisanat, on peut, actionner un levier d'économie circulaire. Alors aujourd'hui, dans l'artisanat, au niveau de l'économie circulaire, on va accompagner notamment les entreprises de la réparation, donc les artisans Mmh. de la réparation, pour mettre en avant leur savoir-faire, mettre en avant la Mmh. réparation spécifique à l'électroménager, par exemple, à tout ce qui va être lié au textile, au vélo. Mmh. Et l'objectif au niveau de l'économie circulaire, ça va permettre d'allonger la durée de vie, de produire donc moins de déchets et de réduire
l'utilisation des ressources naturelles. Ah, vous avez lancé un réseau qui s'appelle les Réparacteurs et c'est ce réseau-là qu'il est intéressant d'observer. Vous animez et contribuez à changer ses habitudes de consommation. Comment vous accompagnez ce réseau des Réparacteurs et comment est-il constitué? Comment vous l'animez, Emeline? Alors, donc, il y a la marque Réparacteur. La marque Réparacteur, elle est animée donc au niveau de la Chambre de métier France. Et elle est ensuite par région puis département. Nous représentons aujourd'hui au niveau Maine-et-Loire 200 métiers de la réparation et sur Angers-Loire Métropole 12 réparateurs. Pour devenir réparateur, il va d'abord falloir faire partie du répertoire national des entreprises dans le secteur de l'artisanat, dans la réparation des objets domestiques. Ensuite, il va falloir certifier que nous sommes soit bien artisans ou maîtres artisans, avoir un diplôme dans la réparation ou avoir au moins une expérience de 3 ans dans ce domaine. S'assurer qu'il y a bien des réparations qui sont faites, avec notamment des justificatifs sur 3 mois, des justificatifs qui répondent bien de devis, de factures, etc. Puis s'assurer aussi qu'ils informent bien les clients sur les conditions de la réparation, sur l'obligation du réparateur et les garanties légales. La CMA accompagne aussi des projets Inevo en éco-conception, gestion des déchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Emeline, sur cette autre phase de l'attention que vous portez justement à la transition écologique dans l'artisanat? Alors, nous avons un deuxième dispositif qui s'appelle Éco-défi. Donc là, ça va être sur des thématiques plus larges que juste la réparation, où on va faire un état des lieux des pratiques environnementales des entreprises sur l'eau, les consommations en eau, l'énergie, la mobilité, tout ce qui est sociétal et durable, l'approvisionnement aussi. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un plan d'action avec des actions réalisables qui sont considérées comme des défis et qu'elles soient dans une logique d'amélioration continue. Bien sûr. Quand elles ont réalisé ces actions, nous pouvons les présenter auprès d'un comité d'attribution avec l'ADEME, en présence de l'ADEME, pour pouvoir leur apporter la marque Éco-défi. Et dans l'objectif de toujours s'améliorer, tous les 2 ans, on refait un point avec l'entreprise pour pouvoir continuer d'avoir cette marque. C'est une marque, c'est une forme de certification. Comment vous le positionnez? Parce que la certification, ça veut dire qu'on certifie que l'entreprise est engagée dans une démarche écologique, ou c'est une marque à proprement parler dont on peut utiliser la marque comme un levier de business? Alors là, c'est une marque. À part entière? C'est considéré comme une marque. Ouais. On apporte en fait à la suite de leur labellisation un kit de communication qui va leur permettre de communiquer justement, leur apporter une visibilité sur leur engagement vertueux. Et puis aussi leur permettre de participer à des événements comme une remise de trophées en présence d'élus du territoire, de la presse, pour pouvoir communiquer sur elle, faire connaître cette marque aussi auprès des consommateurs. Et puis, ça leur permet de fédérer un club éco-responsable avec la Chambre de métier, de pouvoir s'apporter des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, ou même de pouvoir échanger sur des pratiques similaires ou des besoins entre entreprises. Ça permet de discuter, d'échanger et de s'inspirer les uns les autres. Dans le bilan qui a été fait, les citoyens ont pointé souvent l'absence d'indicateurs de suivi, d'objectifs quantitatifs, bref, de la question de l'impact. Comment est-ce que de votre côté, vous évaluez un petit peu l'impact à la CMA de toutes ces actions? Parce qu'à un moment donné, on donne des marques, on voit les choses, mais comment est-ce que concrètement on s'aperçoit que finalement tout ça, ça fonctionne et on peut en faire un rapport à l'externe? Alors clairement, nous aujourd'hui au niveau par exemple de Éco-défi, c'est une note. Ouais. Donc c'est vraiment défini en fonction de critères et ça nous permet par thématique de définir ce qui est réellement fait ou pas. Avec derrière, nous avons des indices aussi, car c'est un partenariat avec l'ADEME. Donc nous sommes obligés aussi, nous, de montrer qu'il y a un impact vertueux. Bien sûr. Et puis au niveau de la réparation, nous analysons aussi ce que ça peut représenter par métier de la réparation
de déchets évités. De déchets évités, absolument, sur la réparation. Est-ce que vous avez le sentiment, alors peut-être que vous n'avez pas le chiffre et je vous en voudrais pas, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les citoyens, par exemple sur les acteurs de la réparation, sont en surchauffe parce que de plus en plus le territoire, les citoyens vont faire réparer leurs objets ou pas? Oui, Oui, clairement. Alors clairement, déjà, il y oui. a plus de métiers de la réparation. Il y a une communication aussi qui est faite à plus grande échelle, pas que pour réparateurs, mais sur le fait d'allonger la durée de vie de ces appareils. Et puis, il y a des moyens aujourd'hui avec Cali Répare, des bonus réparation, même pour le textile avec Refashion au niveau des couturières, qui permettent aussi, pour toucher le public, leur permettre des remises aussi pour inciter à faire réparer plutôt qu'acheter du neuf. Et puis on pense à tous ces petits objets du quotidien que l'on a, un casque qui n'a plus qu'une seule oreillette qui fonctionne, un fer à repasser qu'on est prêt à jeter. Est-ce que vous accompagnez aussi ces actions, ce qu'on appelle aujourd'hui les repair cafés, qui sont parfois un peu difficiles à trouver si on souhaite. Est-ce que vous voyez aussi des acteurs de la réparation sur du petit matériel, parce qu'on parlait beaucoup Oui. d'électroménagers qui sont du gros matériel, mais tout ce qui est petit matériel, c'est peut-être ce qui fait le plus de déchets aujourd'hui dans les objets du quotidien. Oui, alors clairement, alors déjà ceux qui font de l'électroménager font aussi le petit matériel. Absolument, il faut le savoir. Et puis après, il va y avoir aussi tout ce qui est informatique qui va pouvoir être fait, les téléphones, les ordinateurs par des spécialistes. Non, tout le petit matériel, c'est possible C'est aussi. possible. Et avec en plus de réparer, excusez-moi, ça va être aussi permettre d'avoir des conseils d'entretien pour éviter justement une deuxième réparation à faire quelques mois plus tard. Quels sont les grands enjeux de la CMA pour vous aujourd'hui, Emeline, en lien justement avec la transition écologique en général et du territoire Angers-Loire Métropole? Vous avez été parmi les premiers signataires de cette transition, de cette feuille de route de la transition écologique, et j'ai envie de dire parmi les premiers signataires hors circuit public. Quels sont pour vous les enjeux aujourd'hui, les leviers qui restent encore à actionner à la CMA pour continuer à avancer sur cette question de la transition écologique dans le monde de l'artisanat? Alors là, aujourd'hui, au niveau de la transition écologique et l'économie circulaire, les enjeux, ça va être de toucher davantage d'entreprises dans ces pratiques-là, mais aussi les mettre en avant, donc mettre aussi plus en avant ces deux marques, par exemple Éco-Défi Réparateur, et puis aussi pouvoir aider et accompagner les entreprises dans les réglementations qui évoluent dans le sens de la transition écologique, comme l'obligation de trier les biodéchets en dehors des ordures ménagères, ou la responsabilité élargie du producteur qui oblige à avoir une éco-contribution pour les emballages, qui peut être un frein pour les entreprises aussi, et donc les accompagner à trouver des solutions qui soient cohérentes au niveau des coûts, mais aussi au niveau de l'impact environnemental pour ces entreprises. Parce qu'on le sait bien, il y a des filières qui aujourd'hui prennent leur envol, et je pense à la reuse economy et particulièrement tout ce qui touche au vrac, au réemploi, et qui touche aussi les artisans, parce que les artisans c'est vraiment très 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 large, et en effet quand on envoie du petit matériel réparé, peut-être que l'emballage, on peut utiliser par exemple de l'emballage réutilisable, ça existe. Je renvoie les auditeurs vers Reutech à Lille, où on peut aujourd'hui renvoyer son emballage pour qu'il soit réutilisé a posteriori. Il y a des solutions durables qui existent. Merci beaucoup, Emeline Le Gall, d'avoir été notre invitée de ce contrepoint de Transition Story. C'est terminé pour cet épisode. On se retrouve dans un prochain épisode pour continuer notre travail sur la question de la transition sur Angers-Loire Métropole, qui est notre partenaire pour cette série d'épisodes. Merci à vous tous, bonne continuation, bonne écoute et à très bientôt. Au revoir. C'était Transition Story en partenariat avec Angers-Loire Métropole. Si vous souhaitez suivre l'information des acteurs et des actrices du changement, n'hésitez pas à rejoindre notre site internet ecodesolutionstoutattaché.info.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un très prochain podcast et surtout pour ne pas louper nos Transition Story, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées et partagez-les autour de vous. Merci à vous tous de votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Transition Story, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio.